As-tu déjà été aux toilettes pour découvrir, seulement après coup, qu'il n'y avait plus de papier hygiénique? Si cela t'arrive chez toi, ce n'est probablement pas si gênant. Mais lorsque cela se produit dans des toilettes publiques, la sensation de panique et de terreur peut être immense. Cependant, au Moyen Âge, ce genre de situation n'était pas l'exception, mais bien la norme. À cette époque, personne ne parlait de papier double épaisseur ni de lingettes humides. Le papier était rare, voire inexistant dans certaines régions. Et en raison de sa grande valeur, il ne pouvait pas être utilisé pour nettoyer les déchets organiques. Les hommes et les femmes de l'époque ont donc dû faire preuve d'imagination et chercher diverses méthodes pour se nettoyer après avoir soulagé leurs intestins de leurs lourdes charges. C'est pourquoi, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous parlerons de ces différentes techniques d'hygiène qui ont beaucoup varié selon les régions et les époques. Par exemple, en Égypte, bien avant le Moyen Âge, on utilisait des éléments de base comme l'eau, ainsi que des morceaux de lin doux et de papyrus. On peut donc dire qu'ils étaient en avance sur leur temps. Cette idée se reflète aussi dans la figure du pharaon, qui était assisté par des serviteurs pour se nettoyer, une méthode qui allait être imitée plus tard. Les anciens Égyptiens croyaient que la propreté et les soins corporels étaient essentiels pour rester en bonne santé, éviter les maladies et même se rapprocher du divin. C'est pourquoi l'hygiène après les selles était une tâche importante, destinée à éviter la saleté et les mauvaises odeurs. Pour atténuer ces dernières, ils utilisaient des huiles florales et divers types de savons fabriqués avec de la graisse animale et de la cendre. Même si les Égyptiens avaient développé des méthodes assez hygiéniques et peu hostiles pour leurs postérieurs, ce n'était pas le cas de tout le monde. Les Grecs, malgré leurs avancées en politique, culture et philosophie, malmenaient sérieusement leur derrière. Ils utilisaient des fragments de céramique appelés ostraca. Oui, tu as bien entendu. Ces morceaux ovales et lisses de céramique portaient parfois le nom d'ennemis vaincus, car il ne suffisait pas de couvrir ses adversaires de sang. Des découvertes archéologiques ont confirmé l'usage de ces objets pour l'hygiène. Mais leur usage prolongé pouvait causer de graves irritations et hémorroïdes. Cela dit, les ostracas avaient l'avantage d'être réutilisables. Espérons au moins qu'ils les lavaient. Les Romains, eux, avaient une vraie culture des bains publics. Ces lieux n'étaient pas seulement destinés à la détente dans des eaux thermales, mais aussi à se soulager. Pour eux, déféquer n'était pas un acte intime ou honteux, mais naturel, et même préférable à faire en bonne compagnie. Dans ces bains, il y avait un bâton. Oui, encore une fois, tu as bien entendu, un bâton. Mais ne va pas trop loin dans tes pensées. Cet instrument s'appelait tersorium, et il portait une éponge à son extrémité. Après usage, elle était nettoyée avec de l'eau salée ou du vinaigre. Toutefois, plusieurs historiens affirment que le tersorium n'était pas destiné à l'hygiène personnelle, mais plutôt au nettoyage des latrines, comme une brosse de toilette moderne. Si cela est vrai, l'hygiène romaine laisse à désirer. Mais que peut-on attendre de ces exhibitionnistes de la défécation? Heureusement, toute l'humanité ne partageait pas les coutumes des Romains. Dans des régions comme le Moyen-Orient ou l'Inde, on a vite compris l'utilité de l'eau. En Inde, l'utilisation de l'eau et de la main gauche pour se laver est une norme depuis des siècles. Pour cela, on utilisait des cruches appelées lota. Ce système assurait une propreté optimale, encore considérée aujourd'hui comme supérieure à l'usage seul du papier. Le monde islamique avait des habitudes similaires. Du Moyen Âge à nos jours, les musulmans utilisent l'eau pour l'hygiène, dans le cadre de l'istinja, un rituel de purification consistant à se débarrasser des impuretés après avoir uriné ou déféqué. En Extrême-Orient, plus précisément en Chine, on utilisait des bâtons de bambou enveloppés de tissu. Toutefois, des documents du VIe siècle montrent que le papier était déjà utilisé pour la toilette, bien qu'il fût rudimentaire et peu répandu. 8 siècles plus tard, sous la dynastie Ming, la Chine produisait déjà du papier spécifiquement conçu pour cet usage. Encore une fois, la Chine à la pointe du progrès. Pendant ce temps, en Afrique, les outils d'hygiène n'étaient pas si différents. On utilisait généralement des feuilles sèches, de la mousse ou de l'eau de rivière,
Dans les zones plus arides, on pouvait utiliser des morceaux de bois ou même du sable pour se nettoyer. Après ce tour du monde, venons-en à l'Europe, qui ne différait pas tant de ses homologues étrangers. Les Européens utilisaient tout ce qu'ils avaient de sous la main. Feuilles, herbes, foin, mousse, coquillages, pierres lisses. Et dans les climats froids, de la neige. La plupart de ces objets présentaient des risques pour la santé. Une mauvaise manipulation pouvait entraîner des blessures, voire des infections graves, ce qui transformait un simple passage aux toilettes en une épreuve risquée. Comme souvent au Moyen Âge, l'hygiène variait selon la classe sociale. Les plus pauvres utilisaient ce qu'ils trouvaient, pierres, feuilles, bois, mais souvent aussi leur main gauche. Et s'ils n'avaient pas d'eau pour se laver ensuite, les choses empiraient. Si tu étais paysan, ton outil préféré pouvait être un épi de maïs séché, utilisé comme une brosse naturelle. On le lavait ensuite pour le réutiliser. Paille, feuilles, mousse ou bois faisaient aussi l'affaire. Dans les régions côtières, on utilisait parfois des coquillages, mais un mauvais geste, et c'était la blessure assurée. En revanche, si tu étais moine dans un monastère, tu pouvais bénéficier d'eau courante et de linge lavable pour ton hygiène. Et si tu étais noble ou riche marchand, tu avais sans doute une latrine privée et des morceaux de tissu réutilisables. Pas si mal, non? Mais comme pour tout dans la vie, il y a toujours une version encore plus luxueuse. Et dans ce cas, certains monarques européens jouissaient de privilèges hygiéniques que nul autre citoyen ne pouvait se permettre, pas même les marchands les plus fortunés. Dans plusieurs cours d'Europe, il existait une fonction officielle appelée le groom du tabouret, chargé d'assister le monarque lors de ses besoins naturels et de son hygiène. Cet assistant avait pour mission de fournir au roi un bassin, de l'eau, des serviettes, et aussi de surveiller son régime alimentaire et ses selles. Parmi ses nombreuses responsabilités figurait le devoir d'informer les médecins de toute anomalie dans la santé du roi. Mais surtout, il devait également aider à nettoyer le postérieur royal. À cette époque de l'histoire, on considérait qu'un monarque ne devait ni s'accroupir ni se nettoyer lui-même, car cela n'était pas digne de sa stature. Les toilettes n'étaient pas comme celles d'aujourd'hui. Elles consistaient en des chaises percées, des carafes d'eau et des linges doux. Pourtant, même si cela peut nous sembler humiliant aujourd'hui, c'était alors un privilège de servir le roi de cette façon. Le groom n'opérait pas dans une simple latrine, mais dans une salle privée située dans les appartements royaux, décorée de manière luxueuse et soigneusement entretenue. Cette pièce était exclusivement réservée au roi, dotée de petites fenêtres couvertes de rideaux pour assurer une intimité maximale. L'obscurité y était combattue par des lampes à huile ou des bougies, et les mauvaises odeurs par des bouquets d'herbes aromatiques comme la lavande, qui parfumaient l'air. Bien que ce poste existait dans la majorité des cours européennes, Espagne, France, Écosse, c'est en Angleterre qu'il atteignit son plus haut prestige, devenant une position de grande proximité avec les rois, à tel point que ceux qui l'occupaient jouissaient d'un pouvoir et d'une influence considérables. Cependant, pour accéder à ce statut, il fallait remplir certaines conditions. La première, être issu d'une maison noble influente. La seconde, et plus importante, gagner la confiance du roi. C'était crucial, car l'intimité entre le groom du tabouret et le monarque faisait de lui un dépositaire de nombreux secrets d'État. Et, au cas où tu te le demanderais, lorsque le roi faisait ses besoins, personne d'autre n'était autorisé à être présent. La discrétion était absolue. Tout le luxe, ces valets affichaient fièrement leur position élevée et leur tenue vestimentaire reflétait leur statut à la cour. Oui, même leurs vêtements disaient « Regardez-moi, c'est moi qui nettoie le derrière du roi ». Ils voulaient que leur rôle soit connu au palais. En général, ceux qui occupèrent ce poste s'habillaient selon la mode de l'époque, avec des habits aux couleurs sobres, mais faits de tissus luxueux comme le velours, le brocart ou la soie. Ils portaient un doublet ou un pourpoint brodé, des collants ajustés et une courte cape. Certains arboraient une chaîne en or avec l'emblème royal pour signifier leur appartenance à la chambre privée du roi. Toutefois, leur fonction les obligeait à toujours porter des mouchoirs parfumés afin de masquer les mauvaises odeurs. Rien de surprenant, n'est-ce pas? Alors, une question.
Te présenterais-tu à un entretien pour nettoyer les fesses d'un roi? Je suis sûr que non. Pourtant, au Moyen Âge, c'était un poste très convoité. Les grooms du tabouret étaient enviés par de nombreux nobles, car ils disposaient d'un immense pouvoir et bénéficièrent de privilèges exclusifs en tant qu'hommes de confiance du roi. Certains en venaient même à gérer les finances royales. Ce poste était réservé au service des rois, mais lorsque la reine Élisabeth I monta sur le trône en 1558, elle refusa de renoncer à ce privilège. Elle nomma donc une dame de confiance, son amie et ancienne gouvernante, Kate Ashley. Pendant qu'elle exerça cette fonction, Kate Ashley fut l'une des femmes les plus influentes d'Angleterre. Elle informait constamment la reine, qui écoutait avec attention ses conseils. De nombreux nobles recherchèrent sa médiation pour obtenir des faveurs politiques. Kate utilisa cette influence pour aider à constituer une aristocratie loyale à la reine, ce qui permit à Élisabeth I de rester au pouvoir pendant de longues années. Elle fut récompensée par des cadeaux précieux, comme des robes et des bijoux. Sa mort causa une grande tristesse à la reine, qui la visita souvent sur son lit de mort. Parler à l'oreille du roi pendant qu'on lui essuie les fesses? Peu de gens peuvent s'en vanter autant que Hugues de Nice. Cet homme fut l'un des courtisans les plus influents sous le règne d'Henri VII, qui l'assistait durant ces moments aux toilettes. Ancien membre de la Guilde des marchands de Londres, de Nice gravit rapidement les échelons. Il était bourgeois et marié à une aristocrate. Grâce à son service irréprochable, il gagna toujours plus de pouvoir et d'influence. Il fut nommé trésorier personnel du roi Henri VII en charge de ses finances et contrôlait également l'accès à la chambre royale. Son influence se prolongea sous les premières années du règne d'Henri VIII. Durant cette période, il accumula une immense fortune qui lui permit de mener une vie luxueuse et d'acheter 4 résidences de prestige. Son parcours laissa un exemple pour la postérité. Parfois, il faut se salir les mains pour devenir riche et puissant. Mais tous ceux qui occupèrent ce poste n'eurent pas un destin heureux. Les jalousies, les rivalités et les ambitions faisaient souvent vaciller la confiance des monarques. Et ce sont les grooms du tabouret qui en payèrent le prix, parfois de leur vie. Sous Henri VIII, au moins 5 hommes occupèrent ce poste, avec des fortunes diverses. Pour ce roi anglais, changer de groom du tabouret semblait aussi banal que changer d'épouse. Parmi eux, Henri Norris. Arrivé jeune à la cour, il devint rapidement l'ami d'Henri VIII, qui le fit chevalier de la Chambre et lui accorda divers bénéfices, dont un revenu annuel de 50 livres en 1519, plus de 50 000 € actuels. En 1526, le retrait de Sir William Compton libéra le poste de groom du tabouret. Malgré plusieurs candidats, le roi choisit son ami Henri Norris. Celui-ci joua un rôle clé dans la tentative du roi de divorcer de Catherine d'Aragon pour épouser Anne Boleyn. Norris gagna également l'amitié de la nouvelle reine. Mais quand Anne Boleyn tomba en disgrâce, elle entraîna dans sa chute plusieurs nobles, dont Henri Norris. Jusqu'alors, son soutien politique lui avait valu des avantages considérables. En 1529, il reçut une pension annuelle de 100 livres, environ 105 000 €, et plusieurs domaines, ainsi que la charge de connétable du château de Wallingford. À sa mort, ses revenus annuels atteignaient 1327 livres, soit l'équivalent de près d'1 500 000 €. Il était l'un des hommes les plus riches d'Angleterre. Mais Norris fut accusé d'adultère avec Anne Boleyn. Ses détracteurs disaient qu'il nettoyait aussi le corps de la reine pendant ses temps libres. Il fut jugé sans garantie légale, pas d'avocat, pas d'accès aux preuves avant l'audience. Il assura lui-même sa défense, mais rien ne put empêcher sa condamnation à mort par décapitation. Un triste sort pour un homme qui consacra sa vie à une noble cause et qui n'a jamais hésité à se salir pour que son roi reste propre. Avant de partir, un dernier conseil. La prochaine fois que tu vas aux toilettes, assure-toi d'avoir tout ce qu'il faut avant de commencer ta mission. Si tu n'as ni papier toilette, ni lingette, revois cette vidéo. Peut-être que ça t'inspirera d'autres options pour te nettoyer. Mais surtout, n'oublie pas de te laver les mains.